Magali Picard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste dans un hebdomadaire qui compte beaucoup, même si le grand public ne connaît pas toujours. LSA, Libre Service Actualité. Oui. C'est-à-dire que vous connaissez par cœur le monde de la grande distribution. Et vous nous apportez cette enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Une vraie enquête. C'est pas un procès, ni à charge, ni à décharge. C'est une biographie, mais aussi une enquête sur ce système Leclerc, sur la grande distribution. Et c'est un groupe très important. 22,5% du marché en 2021. Numéro 1 en France. Numéro 1. 42 milliards de chiffre d'affaires. 52 avec le carburant. 52 avec le carburant, et Dieu sait si ça compte aujourd'hui. 144 000 salariés dans 544 magasins. 544 chefs d'entreprise. Voilà, pour 700 magasins. Donc, vous voyez, c'est dire si ça couvre tout notre territoire. Alors, je vais vous poser la première question. C'est vous qui me la donnez. Elle est en bas de votre livre qui paraît chez Plomb. Nous fait-il vraiment faire des économies, Michel-Édouard Leclerc ? Alors, la réponse est oui et non. Oui, parce qu'effectivement, depuis 50 ans, Leclerc est bien la moins chère des enseignes. D'ailleurs, c'est même eux, les gens de Leclerc, qui ont inventé un outil de référence qui s'appelle l'Opus, qui leur permet de vérifier qu'ils sont bien sur une base 100 à 96, voilà. C'est-à-dire 4% moins cher qu'une base 100 et 20% moins cher à peu près que chez Monoprix. Et si un adhérent ne fait pas 96 mais plus, on lui tape sur les doigts. Voilà, on lui tape sur les doigts, il peut même être radié. Donc oui, c'est bien le moins cher. C'est aussi le moins cher parce que Michel-Édouard Leclerc, ça on l'a oublié, mais dans les années 80 a combattu quand même les monopoles et a permis que certains soient ouverts à la concurrence, comme les carburants, la vente de carburants ou la vente de produits de parapharmacie, pansements, crèmes, etc. Mais sur le livre, il a échoué contre le prix unique. Sur les vrais médicaments, il n'a pas pu, etc. Voilà, exactement. Mais non, parce que l'alpha et l'oméga du système Leclerc, c'est que pour vendre moins cher, on achète moins cher. Et acheter moins cher, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut serrer de plus près les prix les négociations auprès des industriels, qu'ils soient petits ou grands, et des agriculteurs. Alors quand c'est les grands, un prix en fait, quand c'est prix bas, ça a un prix. Voilà, quand c'est Nestlé, Mars ou Danone, on n'a pas tellement de pitié pour ces gros industriels. Mais les agriculteurs, est-ce que vous pensez qu'une partie du malheur des agriculteurs aujourd'hui, c'est lui ? C'est lui, c'est le système. Je dirais pas que c'est lui la personne, mais c'est le système Leclerc quand même qui a instauré un système de prix bas, des prix bas depuis 45 ans. Alors il y a quand même des lois qui ont été prises, notamment sous Macron, deux lois qui s'appellent Egalim et qui visent à restaurer l'égalité, la répartition de la valeur entre les agriculteurs et la grande distribution. Et ça a un petit peu marché. Un petit peu ? Oui, ça a un petit peu marché parce qu'il y a un très sérieux rapport de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui date de l'automne dernier et qui montre que les revenus des agriculteurs se sont améliorés de 16%. Mais leurs coûts de production ont grimpé de 35%. Et ça, c'est pas la faute de Leclerc. C'est pas la faute de Leclerc. Non. Il faudra donc une nouvelle Egalim, elle a déjà été corrigée. On en est déjà là, puisque depuis le 15 février, une nouvelle loi, une proposition de loi du député de la majorité présidentielle, Frédéric de Crozaille, est à l'étude devant le Sénat et va revenir devant l'Assemblée nationale. La baguette à 29 centimes, ça a marqué les esprits, c'était il y a un peu plus d'un an. Ça a profité à qui ? Qui perd, qui gagne ? Ah, ça c'est une question difficile. Qui perd, qui gagne ? Alors je vais vous décortiquer, si vous voulez bien, le prix. 29 centimes, qu'est-ce que c'est ? Une baguette, c'est quoi ? C'est de l'eau, de la farine et de la levure. Mais ça, c'est moins de 5 centimes dans le coût de 29 centimes. Le reste, c'est essentiellement du coût de la main-d'œuvre et du coût de l'énergie. Énergie, voilà. On arrive donc à 18 centimes au total. Il reste 11 centimes de marge. 11 centimes de marge pour le distributeur. Donc on se dit que pour le distributeur, ça va à peu près. Donc le perdant, on peut dire que ce sont les meuniers ou les boulangers en amont. Est-ce qu'on le résume bien, Michel-Édouard Leclerc, en reprenant la phrase de Renaud Dutreil, un ancien ministre des PME, qui vous dit, page 170, « Il défend les plus modestes en vivant grassement sur un système qui profite aux plus forts ». Oui, alors Renaud Dutreil n'y va pas de main morte dans c'est le pas livre. Le plus tendre, c'est sûr. Non, c'est pas le plus tendre, mais il a en partie raison parce que pendant des années, avec ce système de prix bas, Michel-Édouard Leclerc a bien contribué à essorer quand même les fournisseurs. Je dirais que depuis 5 ans, grâce à Egalim, quand même, les choses reviennent plus au milieu. Et tous les consommateurs sont complices puisqu'ils vont au prix le plus bas. Oui, mais le consommateur, oui, parce que lui, il veut toujours payer moins cher. Donc effectivement, il continue à faire ses courses chez Leclerc et il y a 18 millions de clients chez Leclerc chaque année. Alors il y a du talent chez cet homme, il y a du charisme. Page 133, vous décrivez comment, en octobre 2021, il est le premier à dire attention, un mur d'inflation arrive. Il en a d'ailleurs averti le président de la République sur une étape du Tour de France. Oui, c'est vrai. On lui doit bien ça. Ah oui, on lui doit bien ça. Non, mais il y a beaucoup de qualités. Alors, c'est un redoutable dialecticien. Il est très curieux, sympathique, c'est sûr. Il peut même être sincère. Mais à contrario, il y a un côté de manipulation chez lui. Puis, il est très calculateur. Il va là où lui servent, là où ses intérêts l'amènent. Aujourd'hui, il est toujours pessimiste sur l'inflation.
l'inflation. Il a Oui, tort, c'est oui. une posture. Non, je crois pas. Non, je crois qu'il s'était pas trompé il y a un an, donc on lui doit ça. Non, je crois pas qu'il ait tort. Il a quand même beaucoup de signaux en fait qui lui remontent à la fois du terrain et puis de toutes les fréquentations qu'il peut avoir. Là, quand je parle de l'inflation en octobre 2021, il avait eu les échos via la centrale d'achat européenne qu'ils ont à Bruxelles. Donc non, c'est quelqu'un qui réfléchit, d'intelligent et de bien informé. Peut-on dire que Michel-Édouard Leclerc est un homme politique, en tout cas un homme qui fait de la politique? Alors je vais reprendre la petite phrase de Jean-Pierre Raffarin, c'est un homme politique sans mandat. Bien sûr qu'il fait de la politique, il fait de la politique à longueur de journée. C'est un influenceur, c'est un homme d'influence, Michel-Édouard Leclerc. Vous décrivez beaucoup de politiques qu'il fréquente. Certains ne l'aiment pas, comme Dutreil, Raffarin, qui est sévère, puis d'autres l'adorent. Chirac a été son ami. En tout cas, ils ont mené des pas combats, Chirac, non? pas Chirac, Sarkozy, oui, tout à fait, avec la loi. Chirac, non, c'était pour les petits. Avec la loi de modernisation de l'économie. En 2008, effectivement, on l'a même appelée loi Michel-Édouard Leclerc. Voilà, vous voyez, voilà. LME, MEL. Voilà, exactement. Là, il y avait une vraie parenté de vue sur ce qu'il fallait faire dans l'économie. Il y avait peut-être aussi une manière d'être. Ce que je dis, ce sont deux animaux politiques, le tutoiement facile. Effectivement, ils se sont rejoints. Mais Michel-Édouard Leclerc menait ce combat-là déjà depuis 10 ans, depuis la loi Galland qui date de 1996. Toutes ces lois, en fait, visent à rééquilibrer les rapports entre industriels et grande distribution. Et elles échouent à chaque fois parce qu'à chaque fois, les distributeurs, dont Leclerc au premier chef, trouvent toujours la parade, ils trouvent toujours des moyens de s'en sortir. Alors ces moyens, ils sont pas toujours très nets, ils sont pas toujours très légaux. Vous décrivez les condamnations, page 190, qui est pour des pratiques illégales. Oui, il y en a eu beaucoup, des rabais excessifs. Leclerc n'est pas le seul d'ailleurs. Exactement, Leclerc n'est pas le seul. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus net, c'est plus clair? Les marges arrière, les réductions excessives demandées aux fournisseurs pour être en tête de gondole, tout ça c'est fini? Non, c'est pas fini, ce sera jamais fini. Non, ça fait partie du jeu de poker menteur que je décris dans le livre, avec d'ailleurs des informations exclusives, puisque j'ai eu accès à des documents confidentiels d'acheteurs qui n'ont pas voulu être cités, évidemment, dans cette enquête. Ils sont rançonnés à chaque fois. Ils font des rabais et des rabais sur les rabais. C'est une sorte de raquette, qui existe toujours et qui en plus est délocalisée à Bruxelles ou dans des pays étrangers. Et on peut même, c'est une des condamnations, punir un fournisseur parce qu'il ose fournir un concurrent par discounter. Oui, ça c'est l'histoire de Lidl. Oui, ça paraît incroyable. Est-ce qu'on n'est pas au bout de cette histoire? À la fin, vous citez quelqu'un du système Leclerc qui dit « Plus personne ne veut de grande surface, on ne pourra plus grossir ». Alors c'est ce qu'on dit depuis 10 ans, c'est un serpent de mer, mais c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de sobriété. Peut-être que l'ère de l'hyperconsommation est derrière nous, et peut-être qu'effectivement Michel-Édouard Leclerc représente aussi un système qui est derrière lui. L'avenir, c'est le recyclage, c'est de reconditionner des produits, c'est d'être dans l'économie circulaire. Sur l'alimentaire, c'est peut-être un peu plus compliqué. Sur le textile, je veux bien qu'on recycle et qu'il y ait de l'économie circulaire. Sur l'alimentaire, c'est plus compliqué, mais on voit bien que les circuits courts, quand même, se sont beaucoup développés depuis le Covid. Michel-Édouard Leclerc est omniprésent dans les médias, 8 fois plus présent que Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. Ça lui sert à quoi, à part son jaloux, égo? Alexandre Bompard. Oui. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui est contre les médias, Bompard. Donc, non, c'est non, dire pas si, du tout, Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, il est sur la scène médiatique depuis les années 80. C'est un drogué de cela. Mais il adore ça, il est narcissique, il adore les médias. Il y va, je le dis dans le livre parce que j'ai fait faire des études, il y va plusieurs fois par semaine, il adore ça, il le fait plutôt bien d'ailleurs. Ça a été une manière pour lui de se démarquer de son père avec un style différent. Et c'est aussi une manière pour lui d'envoyer des signaux en interne et de se protéger aussi de l'interne et de durer. Qui a le pouvoir dans l'interne? C'est Michel-Édouard Leclerc ou bien c'est la fameuse, le groupement des acheteurs, des adhérents, c'est la centrale d'achat? C'est les deux. C'est Michel-Édouard Leclerc parce qu'il est président du comité stratégique, donc il influe, mais c'est pas lui qui prend les décisions. C'est l'ACDLEC. Ceux qui prennent les décisions, en revanche, ce sont bien les adhérents. Mais lui, il influe, c'est-à-dire qu'il les emmène dans des directions, il leur donne des caps, il leur fixe des horizons. Difficile de lui dire non. Impossible de lui dire non. Il est appelé culbuto, dites-vous, page 75. Dites-nous pourquoi. Parce qu'il retombe toujours sur ses pattes. On l'appelle comme ça en interne. Et c'est vrai. Et ça n'empêche pas une véritable estime de ses adhérents. Sa longévité le prouve. Ce que je vous disais, il est sur scène depuis 1978 exactement. Il a quand même connu 6 présidents de la République et 25 ministres de l'économie. En mars dernier, en mars 2022, c'est raconté page 128, il annonce une baisse du prix du carburant chez Leclerc.
Une baisse très rapide dès lundi prochain. Et vous nous dites qu'en réalité, c'est parce qu'il fallait vider les cuves. Oui, et que les adhérents n'étaient pas forcément d'accord pour aller aussi vite. Donc parfois, les annonces précèdent les actes. C'est une manière pour lui aussi de communiquer, les médias. Enfin, de communiquer en interne, pardon. Et de faire passer des messages et de faire passer des messages auprès des troupes. Ça évite des réunions et ça évite des campagnes de pub. Ça évite des réunions et ça fait économiser aussi beaucoup d'argent aux adhérents parce que ça leur évite d'avoir un budget com énorme. Il le chiffre d'ailleurs lui-même à plusieurs millions d'euros économisés. Il leur dit souvent en riant, je vous fais économiser des millions d'euros. Enfin, à l'époque, c'était en francs, mais des millions de francs. Néanmoins, comme avec son père, il y a un véritable attachement, on sent un véritable attachement à ce qu'il appelle l'utilité sociale de l'entreprise. Oui, alors Michel-Édouard Leclerc est issu de la deuxième gauche. Il était assez proche de Michel Rocard. Il a adhéré au PSU dans les années 70, ce qui était contraire à son père qui était un gaulliste. Et donc, effectivement, je pense qu'il a le cœur à gauche. En tout cas, dans les années 80, il a le cœur à gauche. Et au milieu des années 80, il bascule dans le libéralisme. C'est ce que j'explique. Mais on peut être libéral et avoir quand même la fibre sociale. L'un des principes érigés par Édouard Leclerc, c'était que un quart du résultat, et c'était quand même assez précurseur dans les années 60, 25% du résultat doit être versé aux salariés. Du résultat net, oui. Du résultat net. C'est encore le cas aujourd'hui où certains adhérents rognent sur ceci et sur cela? Alors, il y a certains adhérents qui ont essayé de contourner, notamment en montant des SCI, des sociétés civiles immobilières. Pour faire baisser ce résultat net. Exactement. Mais Michel-Édouard Leclerc, quand même, veille au grain. Lui, ou en tout cas ses représentants. Vous rencontrez des salariés heureux dans les centres Leclerc? Alors, ils ont tous refusé d'être cités. Donc, j'en ai rencontré une petite dizaine. Ceux que j'ai rencontrés étaient globalement plus heureux chez Leclerc qu'ailleurs. Parce que beaucoup avaient fait une carrière auparavant dans d'autres enseignes. Donc, ils disaient qu'en fait, qu'ils avaient plus d'autonomie et que c'était mieux pour travailler. Aux obsèques de son père, un de ses collaborateurs dit il a fait faire des choses extraordinaires à des gens ordinaires. C'est ça aussi le système Leclerc? Oui, on nous a fait roi. C'est la phrase qu'il m'a dite, effectivement. C'est un adhérent influent. Un adhérent, c'est un patron de magasin. Un adhérent influent qui a prononcé d'ailleurs le discours à l'enterrement du père et de la mère de Michel-Édouard Leclerc. Ce qui fait qu'il y a un système, en fait, de reconnaissance entre les adhérents, les patrons de magasin et Michel-Édouard Leclerc. Ils leur doivent en fait leur fortune, au père comme au fils. Donc ils sont liés. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils disent pas trop de mal de leur chef. C'est un système féodal. Pas de roi sans les barons, mais pas de barons sans un roi. On peut le dire comme ça. Quel est l'avenir de tout cela? Tout ce qui coûte nous dégoûte. C'est un adage interne. Oui, ils exagèrent un peu, ils sont un peu radins parfois, les adhérents. Et est-ce que c'est en phase avec la société d'aujourd'hui? Vous le disiez, moins de consommation, la décroissance. C'est peut-être la fin. Est-ce que c'est pas un problème de riches? Parce que nous, on en fait partie des plus aisés. On peut dire, bah oui, les grandes surfaces, etc. Mais quand on gagne SMIC et qu'on est en province, qu'on a du mal à joindre les deux bouts, peut-être que les grandes surfaces jouent encore un rôle. Vous racontez un point en détail qui est très important. La marque n'appartient plus à Michel-Édouard Leclerc. Oui. Elle appartient à ses adhérents. Oui, donc si demain il s'en va, ça s'appellera toujours les centres Leclerc. Oui. Ça a été réglé il y a longtemps. Oui, en 2004. Le père l'a vendu, Édouard Leclerc, donc l'a vendu en 2004 pour 120 millions d'euros. Ce qui n'est pas beaucoup, eu égard en fait à la valeur de la marque. Et donc les 120 millions d'euros ont été certainement divisés en 3 entre Michel-Édouard Leclerc et ses deux sœurs, Hélène et Isabelle. Et la génération suivante, est-ce qu'elle reprendra? Il y a 2 enfants sur 4 seulement qui sont dans la boutique. Oui, vous avez raison. 2 enfants sur 4, une fille et un fils. Une fille qui travaille au siège, qui s'occupe du digital, qui a 35 ans, et un fils qui travaille dans un magasin. Je pense qu'au fond de lui, Michel-Édouard Leclerc rêverait que sa fille, Audrey, prenne la relève, mais rien ne le dit. Rien ne le dit aujourd'hui, mais un centre Leclerc, des centres Leclerc, la machine Leclerc dirigée par quelqu'un d'autre qu'un Leclerc, est-ce que ça ne sera pas pareil, mais ce sera certainement possible. Mais il faudra quand même un super communicant. On ne peut pas avoir à la tête du système Leclerc. Ce sera quelqu'un d'autre, ce sera dans un rôle différent, pas un super communicant certainement, parce que pour l'égaler, c'est quand même compliqué. Un dernier point, on lui doit ça aussi, le combat contre les sacs plastiques, c'est lui qui l'a commencé. Oui, il a initié en 1995, ce qui était quand même assez précurseur à l'époque, tout à fait. Et ça a valu la fâcherie des consommateurs et des adhérents. Oui, au début, ça a eu du mal la greffe a eu du mal à prendre, parce que beaucoup d'adhérents râlaient en disant qu'en fait, les clients partaient, que ça faisait fuir les clients. Et puis, au bout de quelques années, ils s'y sont mis. Un visionnaire, un manipulateur, un politique, un génie, sans doute quelqu'un qui est aussi parfois terrible. Michel-Édouard Leclerc, tous les Michel-Édouard Leclerc sont dans votre livre chez Plomb, Magali Picard. Merci, bonne journée. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne journée.